Salut, c'est Sylvain de podcast. Au fait, c'est quoi? Bienvenue dans notre première capsule de l'été. Vous connaissez le concept et je suis donc seul aux commandes aujourd'hui. Cet été est marqué par beaucoup d'événements sportifs entre les Jeux Olympiques et l'Euro. Il en est un qui chaque année fédère un grand nombre de personnes tout en nous faisant découvrir notre beau pays. Est-ce que vous me voyez venir? Mais au fait, c'est quoi le Tour de France? Alors, le Tour de France, on peut l'appeler plus communément la plus grande course cycliste au monde, soyons chauvins, et qui fédère des millions de personnes chaque année. L'histoire remonte à quand même il y a pas mal de temps parce que le Tour, c'est bien plus qu'une simple course cycliste, c'est une légende. C'est une épopée sportive qui traverse les paysages et les époques depuis plus d'un siècle. Effectivement, ça a été créé en 1903 par Henri Desgranges, qui à ce moment-là est le directeur du journal L'Auto et qui, pour relancer les ventes et promouvoir le cyclisme, se dit tiens, et si je faisais un tour qui traverserait en tout cas les grandes villes de France et qui s'est rapidement imposé comme un rendez-vous incontournable pour tous les fans de cyclisme. Euh, J'adore moi personnellement le Tour de France parce que ça me rappelle énormément de souvenirs avec mon grand-père qui suivait et c'est vrai que il y a tellement d'anecdotes, de paysages, de victoires et de voilà de faits marquants dont on va parler un petit peu par la suite. Je voulais vous dire que déjà, il y a eu une première phase, une période, ce qu'on appelle héroïque, on va dire, entre 1903 et 1914, les pionniers, les premiers, les étapes marathon, les premières ascensions des cols pyrénéens, avec des conditions compliquées, des vélos qui pesaient parfois plus de 20 kilos, et c'était une vraie épreuve de force, des vrais forçats de la route. On a par la suite l'entre-deux-guerres, parce qu'après, effectivement, on bascule sur 1919. Là, on est dans une domination de coureurs français et l'émergence d'équipes nationales et surtout l'introduction du maillot jaune. Alors, je vous en reparlerai un petit peu plus longuement tout à l'heure pour parler justement de l'importance des maillots dans le Tour de France. On a malheureusement, avec la Seconde Guerre mondiale, l'annulation du Tour à cause du conflit, mais une reprise en 1947. On a par la suite ce que l'on appellera l'âge d'or, 1947 à 1969, des duels légendaires, Fausto Coppi, Jacques Anquetil, et surtout l'essor de la télévision et l'internationalisation de l'épreuve. Et c'est là où effectivement ça va commencer à se développer de plus en plus, les sommes qui vont être investies vont être de plus en plus importantes, et ça va devenir vraiment quelque chose, une ère moderne. Donc on a par la suite, dans les années 70-80, domination de pas mal de coureurs espagnols et surtout des scandales liés au dopage et l'évolution technologique. On ne peut pas parler malheureusement de Tour de France et de cyclisme sans parler de ces sombres heures, Festina ou autres, Richard Virenque, où voilà, il y a eu pas mal de choses. On peut parler également de Lance Armstrong. Le but de ce podcast n'est pas de rentrer dans ce détail-là, mais surtout de rendre la part belle à ce joli Tour de France. Et c'est vrai que par la suite, on voit que on essaye, voilà, d'épurer ça le plus possible. Et puis maintenant, l'ère moderne, depuis les années 1990, donc là c'est la mondialisation du cyclisme, évidemment lutte contre le dopage, innovation technique et courses toujours plus disputées. C'est vrai qu'on voit, il y a toujours des époques, des grimpeurs, des sprinters. Il y a la part belle à différentes étapes. Moi, je vous avoue que j'aime toujours regarder plutôt les étapes de montagne plutôt que les étapes de sprint où effectivement, souvent on roule pendant 200 km puis tout se règle en quelques secondes. C'est pas forcément ça qui va m'intéresser le plus possible. Le Tour de France, comme je vous le disais en préambule, c'est bien plus qu'une simple course cycliste. C'est surtout un événement sportif de haut niveau, un phénomène populaire et surtout, c'est un vrai symbole de la culture française. On voit les paysages de notre beau pays et on voit chaque année des millions de spectateurs qui se massent au bord des routes pour encourager les coureurs et admirer leurs exploits. Souvenez-vous des étapes de montagne légendaires où les coureurs se frayent un chemin à travers les gens, ou même le virage Pinot l'année dernière, donc Thibaut Pinot, qui avant de prendre sa retraite, effectivement, avait son propre virage avec un effet incroyable. Ça avait fait le buzz, hein, concrètement. Et c'est ça, le Tour. Et puis, c'est une vitrine extraordinaire pour la France. Ça permet de mettre en valeur toute la beauté de notre patrimoine. Je vous en parlais tout à l'heure.
on ne pourrait pas parler de Tour de France sans parler des maillots distinctifs. Donc il y a une histoire de couleurs et de symboles. Le plus grand, le plus connu, le maillot jaune, le Graal du Tour. Alors pourquoi le maillot jaune? Tout simplement parce que les pages du journal Lotto auparavant étaient imprimées en jaune. Et donc, Monsieur Desgranges s'est dit, on va mettre le maillot jaune et qui sera donc le leader du Tour. Donc ça, c'est le maillot le plus important. Il est porté par le leader du classement général et puis il est introduit en 1919. Et puis en plus de ça, sa couleur visible lui permet de se distinguer des leaders du peloton. Et dans un cas télévisuel, le jaune est une très très belle couleur. Ça peut se remarquer. Vous avez par la suite le maillot vert. Alors le maillot que tous les petits enfants aiment, le maillot des sprinters, voilà, les brutes, ceux qui pleine balle à plus de 50 km/h foncent tête baissée en se frôlant. Et on voit effectivement, voilà, c'est le classement. On voit que souvent les sprinters sont en difficulté en montagne, mais le but c'est d'arriver jusqu'aux Champs-Élysées, sauf cette année où l'arrivée du Tour pour la première fois se passe à Nice, parce qu'effectivement, on a besoin, effectivement, par rapport aux Jeux Olympiques, de délocaliser cette arrivée-là. Je rappelle que cette année, le Tour de France est parti d'Italie, pardon. Et vous voyez que souvent, on appelle ça le Tour de France. Je fais un petit aparté, mais le Tour de France qui a tendance effectivement à partir souvent ça peut être d'Angleterre, de Belgique, d'Espagne, et qui permet aussi de faire découvrir le Tour et puis un peu la partie cycliste donc à d'autres pays. Au niveau des maillots, je reviens sur ça, le maillot à pois rouge. Alors là, c'est l'inverse des sprinters. On est sur le maillot des grimpeurs. Donc là, c'est vraiment les forçats de la montagne et des côtes à 5, 10, 15%. Donc on l'appelle souvent le maillot à points rouges, hein, qui cumule le coureur qui va cumuler le plus de points en franchissant les cols classés et qui est introduit en 1933. Il a été modifié à plusieurs reprises au fil des ans, mais les couleurs distinctives sont restées les mêmes. J'ai oublié de préciser tout à l'heure que le maillot vert a été créé en 1953, qui était initialement rouge, mais est devenu vert en 61 pour des raisons de sponsoring. Au fil des ans, il y a d'autres maillots distinctifs qui ont fait leur apparition sur Tour de France. Alors c'est souvent pour des raisons de marketing, hein, sponsoring, ou pour mettre en avant un classement spécifique. Alors, pêle-mêle, on peut citer le maillot blanc, donc le meilleur jeune du Tour, introduit en 1978, le maillot du super combatif, donc ça c'est le coureur le plus combatif de l'étape attribué depuis 1985. On a également le maillot de l'échappée la plus longue, et ça, c'est pour l'équipe dont les coureurs ont passé le plus de temps en échappée. Donc, ça a été attribué entre 98 et 2001. Ça n'est plus le cas maintenant, mais ça a existé pendant 3 ans. Donc, voilà un petit peu les différents maillots. Souvent, on les connaît, on n'a pas forcément idée au niveau des années et de pourquoi ces couleurs-là sont ces couleurs-là, mais c'est toujours un vrai plaisir pour les coureurs, effectivement, de pouvoir le faire. Vous connaissez maintenant la rubrique légendaire. Alors, en règle générale, animée avec brio par Thierry, mais aujourd'hui, pour la première capsule de l'été, c'est moi qui m'y colle. Et vous connaissez bien évidemment cette rubrique, celle des anecdotes. Alors, je pourrais passer 3 jours à faire des anecdotes concernant le Tour de France. Ça n'est pas le but. Je vais quand même vous en donner quelques-unes. On va parler déjà de tricherie et de bagarre. Et oui, parce qu'en 1904, le premier Tour de France est marqué par de nombreuses tricheries. Maurice Garin, le vainqueur, est accusé d'avoir pris le train et d'avoir reçu l'aide de motocyclistes. Il est finalement exclu de la course, mais son nom reste gravé au palmarès. En 1932, André Leduc, un coureur français, est victime d'une agression de la part de spectateurs dans le col de l'Aubusque, est blessé. Malheureusement, il est contraint d'abandonner. En 1967, Jacques Anquetil, vous vous souvenez de Jacques Anquetil, Raymond Poulidor, quintuple vainqueur du Tour de France, est accusé d'avoir reçu des amphétamines. Il est blanchi par la suite, mais cette affaire va ternir son image. Là maintenant, je vais vous parler plutôt d'exploits sportifs. Alors, en 1955, Charlie Gaulle, un petit grimpeur français, réalise l'exploit de remporter 3 étapes de montagne d'affilée. Alors là, il devient un héros national et son nom entre évidemment dans la légende du Tour. On parlera après du cannibale Eddy Merckx, le coureur belge, qui remporte le Tour en 1965 en battant tous les records. Il est considéré comme l'un des plus grands coureurs de l'histoire.
Je me souviens également en 1989, j'étais petit mais ça m'avait marqué, Greg LeMond, un coureur américain, il remporte le Tour après un duel acharné avec Laurent Fignon, si vous vous en souvenez. L'écart entre les deux hommes n'est que de 8 secondes. Ça, c'est l'un des plus petits de l'histoire avec un fameux contre-la-montre. Et pour finir, je vais vous parler de moments insolites. En 1969, Lucien Van Impe, un coureur belge, est victime d'une insolation et perd connaissance pendant l'étape. Il se réveille quelques kilomètres plus loin sans savoir comment il est arrivé là. Bon, il est finalement autorisé à reprendre la course et remporte même l'étape, si c'est pas beau. En 1987, Stephen Roche, coureur irlandais, remporte le Tour alors qu'il n'a jamais gagné d'étape auparavant. Et ça, c'est un exploit unique dans l'histoire de la course. Et pour finir, on va parler de Alberto Contador, 2010, coureur espagnol, contrôlé positif à un produit interdit. Il est déclassé 2 ans plus tard, permettant aussi à Andy Schleck de remporter le Tour. Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure de Lance Armstrong. On a effectivement Bradley Wiggins. On a voilà pas mal de gens qui ont été convaincus par la suite de dopage. C'est vrai que ça a parfois terni et ça a fait générer des déclassements et des changements de vainqueurs. Ce qu'il faut retenir, et c'est ce que j'ai essayé de vous faire vivre par ce podcast, c'est la beauté des paysages, la beauté de ce sport sain. Et j'espère que vous prendrez tous autant de plaisir que moi à participer et à suivre. Alors participer non, mais à participer télévisuellement ou en direct pour suivre cette belle épreuve qu'est le Tour de France. Et vous connaissez la suite. Rendez-vous après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter, pour différentes petites news que Thierry met à disposition chaque semaine. Et nous sommes toujours disponibles sur notre chaîne YouTube, sur Discord, sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aller sur le site auffaitc'estquoi.fr afin de retrouver les liens directement disponibles. Et bien évidemment, nous avons le Patreon si vous voulez nous financer et nous aider à développer ce podcast. Merci à tous et à plus dans le bus.